Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bienvenue à votre émission Géopolitique, l'émission à laquelle nous discutons chaque soir des questions relatives au continent, les questions durant l'actualité sur le continent africain. Et actuellement, nous sommes en train de discuter sur de l'actualité sur le continent, évidemment, avec la situation en République démocratique du Congo. C'est le choix que nous avons fait pour ce moment, car il s'est passé beaucoup d'actualités en République démocratique du Congo. Nous avons déjà initié ce débat autour de la thématique relative à l'élection ou à l'identification de la population congolaise. Nous l'avons déjà dit dans les différentes émissions, comment le Congo, depuis l'époque de Mobutu, n'a jamais organisé un recensement crédible pour identifier le nombre de Congolais qui peuplent justement cet espace du Congo. Nous avons donc le plaisir de recevoir ce soir une dame qui s'est exprimée une fois dans cette antenne et qui a voulu également apporter son analyse sur cette question de l'identification et du recensement et de l'élection en République démocratique du Congo. La question ici, c'est de savoir si le président de la République devait commencer par l'identification de la population congolaise avant la fin de son mandat qui court jusqu'en 2023. Nous sommes déjà en 2021 et le président de la République, Félix Tshisekedi, est déjà son chrono est en train de tourner. Et le peuple congolais ne va pas lui pardonner de glisser, c'est-à-dire d'aller au-delà de son mandat. Mais est-ce qu'il sera capable, il aura les moyens justement de réaliser ces grands projets, d'identifier le peuple congolais et de passer au recensement réel, tout en faisant créditer au peuple congolais la possibilité d'avoir une carte d'identité. Nous le savons tous, le peuple congolais, jusqu'à ce jour, n'a pas de carte d'identité. On ne sait pas qui est qui au Congo. Et que dire alors du vote, c'est-à-dire de l'élection? L'élection présidentielle à laquelle tout le monde est tenté, tout le monde est appelé justement à s'exprimer. Autant de challenges devant le président de la République. Nous allons donc discuter avec Madame Agnès, que vous avez vue l'autre fois, qui va essayer d'apporter sa contribution intellectuelle sur cette question. Elle va faire son analyse sur les méthodes ou les stratégies ou les attentes justement des Congolais face à cette situation. Madame, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Bonsoir. vous êtes la bienvenue à notre antenne, madame, pour parler encore une fois de cette situation relative à l'élection ou à l'identification de la population congolaise. Vous êtes une dame, vous êtes une femme intellectuelle, vous travaillez vous êtes représentante d'une ASBL Petit Pas,
qu'on ne présente plus, mais vous avez été très actif dans les milieux associatifs. Dans les milieux associatifs, quelle est votre expérience justement lorsque vous regardez la situation en République démocratique du Congo face à cette question relative à l'identification, c'est-à-dire au recensement du peuple congolais? Quelle est votre réaction d'emblée, pour commencer? Et voilà, d'abord, je voudrais encore vous dire bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Et merci beaucoup de me permettre de donner un petit point d'avis, mon petit point d'avis comme ça. Pour moi, je crois, il serait primordial d'abord de s'interroger un petit peu sur justement le mot identité. Je crois que quand on prend le temps de s'interroger sur le mot identité et qu'on essaye simplement de le comprendre, ça va nous permettre de voir un petit peu l'importance que cela peut revêtir pour le peuple congolais. Bon, je crois que on peut retenir que c'est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. On parle d'une personne qui recherche son identité. Mais je voudrais rappeler que presque tout le monde s'interroge ou devrait s'interroger un jour sur l'identité. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Qu'est-ce qui fait mon identité? Ces questions sont courantes. On parle aussi d'identité dans le cadre de groupes ou de collectifs. On invoque l'identité sexuelle, religieuse ou encore culturelle. La question de l'identité est partout. J'aime bien le point de vue philosophique qui insiste sur le fait d'être un, relation de la personne, de tout l'individu à lui-même. Il faudrait se demander qu'est-ce qui constitue notre identité. Bon, comme le rappelle le Code civil, chaque individu se voit attribuer un nom et un prénom par ses parents dès sa naissance. C'est la filiation. Ces éléments, ainsi que la nationalité, le sexe, le lieu et la date de naissance, constituent l'identité légale de chacun. Mais voyons quand même l'aspect psychologique de l'identité. Je trouve qu'elle est très importante. On nous dit que l'identité est un ensemble de critères, de définitions d'un sujet et un sentiment interne. Ce sentiment d'identité est composé de différents sentiments. Sentiment d'unité, malgré les différences. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus, le sentiment d'unité. Sentiment de cohérence, d'appartenance, de valeur, d'autonomie et de confiance organisée autour d'une volonté d'existence. Permettez-moi que je revoie avec vous un petit peu le rôle de l'identité. En fait, l'identité permet de définir socialement l'individu et de le situer dans la société en fonction de ses appartenances, lesquelles sont rarement neutres. Donc, l'individu a besoin d'une identité sociale, attention, positive. Il lui faut se sentir valorisé dans le groupe. En fait, moi, la question que je me pose, le Congolais se sent-il valorisé? Ça, chacun de nous peut y répondre. À l'étranger. Les nostalgiques nous diront qu'au temps de Mobutu, etc. Et même, osons regarder la vérité en face. La situation avec nos voisins. Regardons le passé pour mieux appréhender le futur. Pensons à la génération future. Pour moi, l'identité est très, très importante. Et ça nous manque
Et je pense sincèrement que ce ne sont pas deux choses contradictoires. Quand on revoit la définition de l'identité telle que je l'ai citée un petit peu ici, il semble, je suppose, que c'est très, très important pour notre peuple de savoir qui est qui. On va se protéger. On doit savoir qui est qui pour mieux identifier qui est infiltré, qui vient juste comme ça, hein, qui vient juste. Donc c'est très important. Vous savez, on ne peut pas être contre les gens qui viennent habiter ou ceci, mais regardez, la situation que traverse le pays doit nous interpeller, hein, doit nous interpeller. C'est important. Et je pense que les deux choses peuvent aller ensemble. Organiser l'identification de chaque Congolais. Moi, j'ai même envie qu'on remonte jusqu'il y a 20 ans, qu'on puisse oser regarder cela. Et après, organiser les élections. Je me demande, le problème, c'est peut-être que on ne se fait pas assez confiance. Il y a des gens qui pourraient s'occuper aussi bien d'organiser ce recensement avec les moyens actuels. Il y a moyen de le faire sans problème. Et bien sûr, pourquoi pas organiser les élections? A priori, cela peut faire peur par rapport au temps. Mais je pense, à mon humble avis, qu'il y aurait moyen. Donc, vous proposeriez en tout cas que l'on commence par l'identification pour donner un sens aux citoyens congolais, leur donner une identité qui les définit par rapport à leur appartenance à la nationalité congolaise, c'est-à-dire à la nation congolaise. Donc, la priorité serait de pouvoir en tout cas de commencer par l'identification de la population, en termes simples. Absolument. Absolument, parce que, vous voyez, je ne dis pas qu'il faut toujours rentrer vers le passé. Non. Mais n'empêche qu'on doit tirer les leçons du passé pour mieux écrire notre futur et penser aux générations futures. Vous voyez, quand je vous dis, le Congolais, on doit se réconcilier aussi avec nous-mêmes. Vous voyez, être fier de nous-mêmes, être fier de notre nation, savoir, voilà qui je suis, peu importe, mais je suis de telle tribu, voilà mes valeurs, c'est important. Et être, je vais utiliser peut-être un mot qui ne me plaît pas, mais arriver à être jaloux de notre nation, la protéger. Nous ne protégeons pas assez notre nation, hein, notre pays. Et je pense que le fait de ne pas avoir notre identité, la protéger, fait que quelque part, nous manquons un peu parfois de conscience nationale. Nous devons aimer notre nation. Et la nation, c'est nous les Congolais qui devons la constituer. Et pour ça, il faut que nous nous connaissions. Voilà, moi c'est un petit peu ça que je pense. Alors, admettons, madame, que l'on procède à l'identification. Au regard de la superficie du territoire congolais, aujourd'hui, le Congo, du point de vue géographique, au centre du continent africain, et la territoriale aujourd'hui qui est ramenée à plusieurs provinces. Le Congo a 26 provinces aujourd'hui, au lieu de 11 que l'on avait à l'époque. Si jamais on commençait par l'identification, vous pensez que par rapport au temps qui court avant 2023, est-il possible d'organiser cette procédure avant 2023, au risque de ne pas
permettre au président de la République d'organiser les élections en 2023. Pensez-vous que c'est possible par rapport à ce pays qui est gigantesque sur le temps qui court? Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on ne se demande pas une fois pour toutes, pourquoi est-ce qu'on a créé autant de provinces? Est-ce que vous pourriez d'abord me répondre? Pourquoi est-ce qu'on a créé autant de provinces? Bon, ils ont évoqué la question de la politique de proximité pour permettre justement aux entités décentralisées de pouvoir travailler localement, de développer les entités de manière administrative, de manière directe, que de dépendre du gouvernement central. Et donc, voilà, c'est l'idée qui a été évoquée, hein, qui a été insérée justement dans la Constitution en 2013 par le gouvernement de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Et c'est ainsi qu'ils ont initié cette idée dans la logique de pouvoir mener une politique de proximité avec, enfin, pour permettre à ce que le Congo soit développé de l'intérieur. Vous savez, les historiens, les sociologues, les politiciens, je pense qu'ils se pencheront un jour sur la question. Et si on aime le pays, on doit à un moment donné oser se dire, là, on s'est peut-être trompé. Vous voyez? Et moi, je suis triste parfois, je vous dis, je suis triste de voir que des personnes qui ont parfois eu l'occasion d'être à la tête du pays n'ont pas assez pensé à la population. Et ça, bon, c'est le passé, allons un petit peu de l'avant. Je ne pense pas vraiment que le fait d'avoir multiplié, c'était vraiment au profit du pays et de la nation congolaise. Je ne pense pas. Mais si aujourd'hui, on a vraiment envie, vraiment d'aller pour le bien de la population, eh bien, il y aurait moyen de repartir, hein, ne fût-ce qu'à la division même de 11 provinces. Là, ce serait peut-être plus facile. Et les autres petites sous-divisions, là, il y aurait peut-être moyen de s'organiser. Pour moi, je pense qu'avec la bonne volonté, en osant même faire appel à des personnes qui ont le temps, qui sont qualifiées pour aider, parce que, vous savez, si vous prenez ne fût-ce que la diaspora, il y a plein de professeurs, d'économistes, des scientifiques qui sont soit en pré-pension ou soit au chômage même, et qui seraient prêts à aller mettre leur expertise au service du pays. Et je pense que le président ne doit pas oublier cette catégorie de personnes qu'il ne coûterait même pas, parce que la plupart sont déjà payés. Vous comprenez? Ils sont payés. Donc, ils pourraient mettre leur expertise et ils auraient le temps. Ils n'iraient même pas se greffer sur le budget de l'État. Et je pense qu'en ce moment-là, il y aurait moyen. Je crois qu'il faut oser se faire confiance, hein, et se dire, bon, voilà, faisons appel à une expertise aussi des Congolais de l'extérieur qui peuvent aider. Moi, je pense sincèrement qu'avec la bonne volonté, malgré que le temps qui est court, il y aurait moyen. Mais si on se fait confiance, on peut se dire aussi, ben voilà, on a fait le maximum, là, ça ne va pas. Et comme les enfants d'une même nation, des frères et sœurs, on va se dire, ok, ça va. Mais ce qui me fait parfois de la peine, c'est pour ça que je me dis, c'est important de rééduquer la population, insister sur l'identité. Ce qui me fait de la peine, c'est que parfois, le Congolais devient l'ennemi du Congolais lui-même. Et parfois, il ne sait même plus qui est qui. À la limite, il va même s'attaquer plus aux Congolais et plus accueillir l'étranger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas accueillir l'étranger. Je ne dis pas qu'il faut chasser les voisins comme ça. Non, mais nous devons protéger la nation congolaise. On doit oser le dire clairement. On doit la protéger. Pour la protéger, nous devons nous connaître. Et pour bien nous connaître,
avec tout ce qu'on a vécu, on ne doit pas avoir peur de remonter 20 ans au-delà. Vous savez que même nous qui sommes ici en Belgique, on va me dire belge d'origine congolaise. Vous voyez? Les gens n'ont pas peur de nous rappeler d'où nous sommes. Mais nous, les Congolais, nous avons peur et parfois honte. Nous pouvons même voir un infiltré, rien que parce qu'il a une carte d'identité congolaise, avec un nom qui est devenu congolais. On est même gêné pour lui dire, mais écoute mon ami, toi tu n'es pas congolais. Non. Et pourtant, parfois ces gens-là, quand ils retournent chez eux, ils sont encore originaires de chez eux. Mais nous pas. Moi, je pense que le chef de l'État doit vraiment avoir le courage, même si c'est difficile, d'utiliser même la diaspora, s'il faut, congolaise, pour l'aider à faire ce recensement, que le Congolais soit identifié. Et ce n'est pas une injure et une méchanceté de se dire, nous pouvons protéger notre nation. Tout le monde le fait. Pourquoi est-ce que nous, on doit être gênés? Et si on fait ça, on va en même temps insister auprès des Congolais de l'importance de rester unis, de ne pas avoir peur. Vous savez, je connais beaucoup de Congolais qui aiment vraiment le Congo, mais qui parfois, à cause de l'argent, à cause de l'insécurité, trahissent la nation. Mais si pendant, ne fût-ce que ces 2 dernières années, on insiste sur l'identité, on ne s'arrête pas juste qu'au recensement, mais on lance des campagnes d'éducation sur l'identité, sur l'amour de la nation, sur l'amour, l'importance de l'unité. Moi, je pense que ça peut aller. Et puis bon, d'autres personnes peuvent travailler pour les élections. Nous ne devons pas tous faire la même chose, je pense. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais ce que j'en pense, c'est que le public, les téléspectateurs sont en train de vous suivre. Mais maintenant, je vais revenir un tout petit peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Au niveau de la territoriale, est-ce que vous redoutez de risques ou de maintenir le 26 provinces et procéder ainsi à l'identification en maintenant les 26 provinces? Pourquoi pensez-vous que c'est mieux de revenir à 11 provinces? Alors, je pense que je ne suis pas la mieux placée pour aborder cette question-là. Je crois qu'il y aura d'autres personnes qui pourront en parler, mais moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que je refuse. C'est parce que je me dis, pendant 20 ans, tout ce qui a été décidé pour le Congo, même nos députés, tout ça, quand vous regardez, ce n'était pas dans l'intérêt du peuple congolais. Beaucoup de choses, c'était dans l'intérêt des prédateurs, de ceux qui voulaient que le Congo reste un petit peu comme une espèce de femme libre où tout le monde peut se servir entre eux, tout le monde peut devenir congolais. Et plus on est divisé, plus c'est facile. Vous voyez? Plus on divise le Congo en plusieurs parties, plus c'est facile de démanteler, de dire mais tel peut se rallier à ça, tel peut aller là, ben oui, nous on n'a plus rien à dire, tel peut aller là. C'est plus facile. Vous savez, le Congolais doit avoir le courage de se dire que pendant plus ou moins 20 ans, je n'en veux pas à tous ceux qui ont été dans la politique ou pas, je ne peux pas les juger. Mais je me dis qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de rester dans cet esprit, dans le profit des prédateurs. C'est fini. Aujourd'hui, chaque Congolais doit se dire, OK, qu'il soit religieux, parce qu'on ne vous trompe pas, hein, le mal est partout au Congo, hein, que ce soit dans les églises, que ce soit dans la politique, que ce soit partout. Mais au moins qu'on se dise, après tout, on est tous Congolais. Tout ce qui s'est passé, oublions. Pendant 20 ans, il y a eu des décisions qui n'étaient pas nécessairement pour l'intérêt du peuple congolais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bon, appuyons-nous sur les experts. Il y a des experts, hein, mais souvent on les écoute, les experts. Hein. Si un expert n'est pas lié
à tel ou tel, c'est difficile. Mais nous devons avoir le courage de dire, OK, que disent nos experts? Moi, avec ma petite expérience, je pense que pendant un temps, il y a quand même beaucoup de choses qui étaient faites pas dans l'intérêt du peuple congolais. Et c'est pour ça que je me dis, j'aime bien parfois revenir pour certaines choses plus tard. C'est pour ça que même je dis, je sais que ça va être difficile, hein, mais je crois, pensons à tous ces gens-là qui sont morts injustement. Et je crois que pour eux, nous devons faire un effort, revenir parfois 20 ans après pour dire, OK, à partir de 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, vous savez, cette identité est importante. Ça aidera le Congolais à être moins gêné. J'ai jamais vu, vous savez, s'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment congolais et qui même y brigue un poste important, souvent nous les Congolais, on a honte. On dit, mais laissez-le, où est le problème? Mais non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que chaque personne doit penser d'abord à l'intérêt de son pays, de son. Mais on peut laisser les gens, ils peuvent faire du commerce, ils peuvent faire occuper d'autres fonctions, mais je crois. Et ça, je vous le dis, hein, je ne suis peut-être pas experte en ça, mais je suis certaine qu'un vrai Congolais doit protéger son pays. Je pense. Je pense. Mais je ne dis pas que c'est le vrai Congolais qui peut mieux aimer son pays que les autres. Non, ça, c'est pas vrai. Parce que parfois, les autres peuvent aimer. Mais je crois que ce devoir devrait d'abord incomber aux Congolais. Hein, et pour ça, rien à faire. Ils doivent être recensés, ils doivent être connus. Je pense que c'est bien. Et puis même pour les jeunes, c'est un très bel exercice de se dire, ah oui, voilà, je suis ceci. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des mariages avec d'autres populations. Non, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais je veux juste dire que c'est important que le Congolais retrouve un petit peu sa fierté d'être Congolais. C'est important. Et le désir de rester uni. Le désir de penser aussi à protéger son sol pour sa génération future. Imaginez un petit peu. Si pour finir, chez nous, on arrive, mais on n'a plus rien. Non, 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 non. Je crois qu'on doit protéger notre pays. Et ces divisions, pour moi, peut-être que les experts diront autre chose. Mais pour moi, ces divisions, ce n'était pas dans l'intérêt du peuple congolais. Et en même temps, pensez-vous que si nous gardons cette réflexion dans ce sens, au niveau de l'identification de la population, est-ce que ceci pourrait être une solution justement qui pourrait résoudre la question de la criminalité à l'est du Congo, par exemple, pour ne parler que de cette partie du Congo? Si nous revenions à 11 provinces, pensez-vous que ça pourrait être une des solutions? En tout cas, moi je pense que déjà ça ne va pas plaire à tous ceux qui veulent que le Congo soit divisé pour mieux se l'approprier. Là, je crois que c'est facile à comprendre, il ne faut pas être expert en géopolitique. Hein. Le fait de regarder une plus grande province, ça va déjà freiner. Vous allez voir, ils ne vont pas. Il y en a qui vont s'opposer à ça. Il faut maintenant juste souhaiter que les Congolais, surtout les députés, je crois qu'ils ont un rôle important, parce que souvent on dit toujours le chef de l'État, le chef de l'État. Mais croyez-moi, le chef de l'État seul, il ne peut pas. Croyez-moi. Les députés, ils ont un rôle important. La population a un rôle important, à déjà bien comprendre. Je vous ai dit que c'est important que tout le monde commence à comprendre les choses. Personnellement, je crois qu'on n'a pas encore vraiment compris. Mais si la population comprend et qu'elle-même, elle dit non, reprenons nos grandes provinces, qu'est-ce que vous voulez que les autres disent? Mais pour ça, il faut que nous comprenions qu'est-ce que nous voulons. Tant que nous, on n'a pas compris, ça ne va pas. Et l'Est du pays, je le dis et je le répète, c'est vrai que les multinationales, les prédateurs, les voisins, c'est vrai que
c'est aussi à cause de cette richesse, comme on l'a dit la fois passée. Mais n'oubliez pas pour ce que je vous ai dit. C'est surtout parce que le Congolais n'a pas pris assez vite conscience de l'impact qu'avaient ces richesses. Et c'est ça notre responsabilité. Ça, c'est hier. Mais aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de faire le maximum, d'abord pour mieux connaître notre pays nous-mêmes et faire le maximum pour rester unis. Vous voyez, même si c'est une grande province, on peut quand même respecter les diversités à l'intérieur. À partir du moment que c'est grand, moi, je pense sincèrement que ça va vraiment contribuer à freiner les envies de ceux qui veulent démanteler un peu le pays, désorganiser le pays, déstabiliser. Parce que vous voyez, tant que c'est déstabilisé, tant qu'il y a toutes ces guerres, ben, les voleurs s'enrichissent. Faisons allusion toujours à la question de la territoriale, madame. Avec les 26 provinces, vous savez très bien qu'à chaque province, il y a un gouvernement provincial avec un parlement provincial, avec des députés provinciaux. Vous venez tout à l'heure de parler des députés. Là, vous avez fait allusion probablement aux députés nationaux, mais il y a également dans des provinces des députés provinciaux. Parfois, dans certaines provinces démembrées, que l'on appellerait des provinces 7, hein, il y a encore des provinces 7 en tout cas, c'est comme ça qu'on peut les considérer parce qu'ils n'ont même pas d'assises, ils n'ont pas des infrastructures nécessaires pour fonctionner en tant qu'une province. Et donc, dans certaines provinces 7, dans certaines provinces de ce 26, il y en a où les députés n'ont même pas les moyens pour travailler. Je pense que cette réflexion que vous faites ce soir dans notre émission pourrait permettre justement de résoudre cette question et soulager tant soit peu, en tout cas, les espoirs des Congolais. Parce qu'en fait, il y a la misère criante dans ces différentes provinces, surtout à travers ces différents députés provinciaux avec les gouvernements provinciaux. Qu'en pensez-vous, madame? Vous savez, ce que je trouve dommage au pays, c'est que on dirait que le métier le plus important, c'est être gouverneur, bourgmestre, député, ministre. Ouh là 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 là. Moi, ça me fait de la peine. Il y a moyen de faire autre chose. Je crois que la soif de pouvoir fait que on a toujours voulu être député. D'ailleurs, vous avez vu, quand vous regardez ces députés, ils sont bien payés. Il y en a qui font vraiment du bon boulot. Mais je ne sais pas. Moi, franchement, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Et je pense qu'il est temps que les Congolais, nous les vieux, et nous disons quand même stop. Hein. Les provinces. D'ailleurs, si vous voyez bien, je ne sais pas, il y a parfois des gouverneurs, quand on entend, je me demande, je ne peux pas dire ça, mais je me demande parfois comment ils sont arrivés là, quoi. Comment ils sont arrivés là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dire, après plus de 20 ans, le peuple congolais a besoin quand même d'un peu de sérénité, qu'on puisse au moins aussi l'aimer. D'ailleurs, vous savez, moi j'avais cru qu'avec l'idée de l'union sacrée, j'avais espéré que beaucoup diraient, ben voilà, nous on a dirigé longtemps, maintenant on laisse la place aux jeunes, à d'autres personnes. Je croyais qu'il y en a qui allaient dire eux-mêmes, bon, vous voyez, autant de provinces, avec des gouverneurs par ici, trop de députés par là, c'est quand même ridicule. Maintenant que nous avons l'occasion de pouvoir faire des choses maintenant bien aussi nous-mêmes, parce qu'on peut critiquer le président Fachi sur beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui arrive aujourd'hui au Congo qu'il faut souligner, c'est-à-dire qu'on arrête moins les gens pour des raisons d'opinion. On peut s'exprimer, on peut dire tout haut, trop de provinces, ça va pas. On peut dire tout haut, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas le dire? Hein? Je crois qu'on pourrait le dire.
hein, lui dire non, ce n'est pas bien, c'était pas chouette, tel, ça ne va pas. On pourrait se dire, mais voilà, toi, tu as assez donné, maintenant arrête. Je ne sais pas, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait faire preuve quand même d'amour de la nation? C'est risible, certaines choses. Quand vous regardez certaines provinces, avec certaines difficultés, disputes qu'il y a, ça va pas. Hein, ça va pas, il faut que ça arrête. Maintenant on n'a plus de raison de se comporter comme ça. On n'a plus de raison. Hein. Allez, j'ai envie vraiment que tout Congolais dans l'âme se lève et dise, mais alors stop, ce qui est passé, c'est passé. Bon, mais je m'excuse, je reviens toujours là-dessus. C'est important quand même que justice soit faite. Même si on ne va pas punir, mais c'est important qu'on dise, ça, ça n'était pas bien. Tel ce qu'il avait fait, ce n'était pas bien. De dire la vérité, ne fût-ce que par respect pour tous ces gens qui sont morts pour le pays, par amour pour le pays, qui se sont sacrifiés. Et il y en a beaucoup, des connus et des pas connus. Je crois que l'avenir du Congo est d'abord entre les mains du Congolais lui-même. C'est d'abord sa responsabilité. Il faut oser, même si le combat peut être difficile, si on est animé d'une volonté, moi je crois qu'on peut arriver. L'identification. Les provinces, trop, osons le dire. Et puis, essayons d'aller aux élections, mais pour ça, il ne faut pas non plus trop distraire. Les gens sont là, toujours en train de critiquer. On peut critiquer, mais il faut avoir un moment pour critiquer, et un moment pour construire, et un moment pour suggérer, et un moment pour dire, moi, je vais faire ça. Parce que c'est facile parfois de critiquer et de ne pas dire, mais non, moi aussi, je vais faire ça, pour mon pays, même si c'est petit. Voilà. La faute de l'autre. Vous avez dit l'autre fois dans notre précédente émission, vous avez mentionné en tout cas lors de votre argumentaire évoquant la question justement de la confiance du Congolais, hein, de l'amour du Congolais, l'amour de patrie, vous avez mentionné quelque chose qui a vraiment attiré notre attention sur la faute de l'autre. La Vous quoi? disiez la faute que le Congolais ne voit pas sa faute, la faute vient toujours de l'autre. Et en même temps, le Congolais ne fait pas confiance à l'autre. Et ça pose aussi un grand problème justement dans la résolution des difficultés dans ce pays. Comment est-ce que vous pouvez nous expliciter un tout petit peu par rapport à cette question qui pourrait justement permettre à ce que les gens comprennent ici qu'en faisant confiance probablement au président de la République, il pourrait organiser et l'identification et les élections dans les temps qui courent. La question de la faute de l'autre, la non-confiance vers rapport à notre Congolais, c'est la même chose qu'aujourd'hui, nous constatons que les Congolais ont du mal à faire confiance au président de la République par rapport à ces deux questions. Oui, ça c'est vraiment dommage. Vous savez, le président n'est peut-être pas parfait. J'entends parfois on raconte beaucoup de choses. Mais quand on regarde, on a eu, le président vient après, président Joseph Kabila, ou il y en a qui disent Kanambe, peu importe. Il y a eu le Kabila père, et puis il y a eu Mobutu. Toutes ces personnes, on peut dire qu'il y avait probablement du positif et du négatif. Il y en a, excusez-moi, il y avait quand même beaucoup plus de négatif. Quand le Congolais sait ce que le Congo représente dans le monde, ben, il doit se dire que pour qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un de nationaliste au pouvoir, c'est qu'il a dû batailler dur. Et je crois que si le Congolais comprend cela, il va se dire, cultivons plus l'amour parce que on risquerait de tomber pire. On risquerait de nous remettre, je sais pas moi, puisque chez nous, n'importe qui peut devenir Congolais. On peut avoir un Chinois congolais, on peut avoir un Sénégalais qui devient Congolais, qui est président, on peut avoir n'importe quel autre pays. Et ça, je ne pense pas
qu'il verra vraiment l'intérêt premier du Congolais. Je me dis, on peut voir des choses négatives, mais apprenons à énumérer, ne fût-ce que commencer par les choses positives. Et si on énumère ces choses positives, on va se dire, OK, je ne l'aime peut-être pas, mais pour ces différents points positifs, parce qu'il nous permet quand même de faire certaines choses, allons, faisons-lui confiance. Franchement, même si je ne suis pas spécialiste, mais quand je vois toutes les convoitises qu'il y a sur le Congo, le président Félix, il ne doit pas avoir facile. Hein? Il ne doit pas avoir facile. Et ce sont les députés, le peuple, les journalistes, la population qui doit se dire 2023 n'est pas loin. Unissons-nous, faisons bloc. On a bien supporté Kabila fils, on a bien supporté, bon Kabila père on l'a tué, bref, on a bien supporté beaucoup de choses. Osons lui faire confiance. Osons nous faire confiance entre nous. Et je pense qu'on sera vraiment gagnant. Osons nous regarder. Je vous assure, si chaque Congolais, chaque fois qu'il a envie de critiquer, se regarde et dit, et moi, qu'est-ce que je fais de bien pour mon pays? Pas pour ma famille. Parce que c'est vrai que les Congolais, en général, on a un peu un esprit de famille. On va aller à Western Union. D'ailleurs, c'est nous qui faisons vivre Western Union, MoneyGram, en envoyant ceci, cela à nos familles. Mais je parle du pays. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Que ce soit en termes d'informations que je donne correctes, que ce soit en termes d'actions concrètes que je fais. Quelle est la communication que je fais pour que nos enfants, nos arrière-enfants connaissent afin de permettre à chaque personne de s'investir? Je crois que l'amour qu'on doit se porter est très, très important, malgré nos différences, malgré nos défauts. Et aimons aussi nos scientifiques, aimons nos journalistes. Vous savez, plus on va s'auto-faire confiance, plus on va se permettre de faire le bien. Moi, je pense, si vous regardez l'autre en ne voyant d'abord que le bien, la lumière qu'il a en lui, cette lumière que vous voyez va contribuer à étouffer la noirceur, bien tout ce qui n'est pas bien, mais que nous avons aussi. Nous avons tous du positif et du négatif. Essayons d'encourager le positif que nous avons les uns envers les autres et osons nous donner la main pour que notre pays soit en paix. Moi, je me dis, on ne devrait pas être en paix tant qu'une partie du Congo souffre. On ne peut pas. On ne fait pas encore assez d'actions en faveur de la paix du Congo. On ne s'aime pas encore assez. On devrait être malheureux tant qu'une partie du Congo souffre. Voilà. Là, vous faites allusion, en tout cas, ça c'est le cœur de la femme qui parle, hein, c'est vraiment la femme patriote qui parle, la femme qui a l'amour de son pays, qui s'exprime, la femme qui voudrait justement que les choses aillent dans son pays, qui s'exprime en tout cas avec beaucoup d'amour de son pays, avec beaucoup d'amour pour son peuple. Et cette réflexion, en tout cas, va être beaucoup. C'est une inspiration, en tout cas, de la femme. Hein. Ça va aider les autres femmes à comprendre, enfin, les autres Congolais à comprendre de quelle manière il faut se comporter pour faire avancer le Congo. Et ça, c'est un exemple. En tout cas, c'est pas pour rien que nous avons voulu que vous vous exprimiez encore une fois sur cette question justement relative à l'identification ou aux élections en République démocratique du Congo sur le temps qui court encore avant 2023. Mais nous allons bientôt terminer l'émission dans 6 ou 8 minutes, madame. J'aimerais vous poser quand même une question de savoir, par rapport aux crimes actuels en République démocratique du Congo,
par rapport aux crimes actuellement en République démocratique du Congo, la plupart des femmes elles sont vraiment des victimes. On voit des images à travers les médias, on voit les images qui sont répercutées dans d'autres réseaux crédibles. Euh, Quel est votre point de vue en tout cas? Je sais que vous allez déplorer ce qui se passe en tout cas à la femme congolaise à l'est de la République. Vous allez déplorer, c'est sûr. Mais est-ce que vous qui êtes responsable d'une association, est-ce que vous avez déjà mené des actions pour soulager tant soit peu la misère de ces femmes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, ou soit par d'autres collaborations que vous auriez avec d'autres organisations, vous vous êtes vous-même impliqué directement à soulager tant soit peu la misère de ces femmes. Ok. La problématique des femmes de l'Est, je crois que c'est une problématique qui me touche depuis très très longtemps. Et j'essaye d'abord de soutenir les structures qui agissent déjà en faveur des femmes. Il y en a, et vous serez étonnés que les structures d'origine congolaise qui sont parfois animées par les Congolais, il n'y en a pas beaucoup et l'aide se fait souvent à compte-gouttes. Ça, je crois qu'il faut le dire. Alors, ce que je peux faire, moi, et je continue à le faire, d'abord, c'est essayer de pousser à l'information. Vous voyez, chaque fois que je le peux, à chaque activité qu'on organise, on revient toujours là-dessus, on insiste là-dessus, et je me dis, ça c'est le premier pas que tout Congolais peut déjà faire. Hein, on pourrait déjà se dire tous ensemble, ne fût-ce qu'un jour par an, tous ceux qui ont un profil Facebook, on met déjà ne fût-ce qu'une image là-dessus. Je le fais parfois et parfois j'espère qu'il y en a qui vont suivre, mais ils ne suivent pas. Donc là, vous voyez, c'est au niveau de l'info. Ça, c'est petit, c'est à la portée de tout le monde. Alors, je dois quand même vous dire, parfois j'organise une activité et au moins, je suis pour sensibiliser d'abord les Congolais. C'est quelque chose que je continue, même si la réponse est parfois minime. Mais je continue à le faire, soutenir ceux qui le font et moi-même lancer. Et d'ailleurs, j'espère que un jour on pourra se revoir pour que je puisse vous expliquer des actions concrètes que je fais et que je voudrais encore faire parce que je pense que je ne vais pas baisser les bras. Le Congo est énorme. Quand on veut parfois aider comme ça, même si l'aide est parfois minime, mais quand vous avez une ou deux personnes qui vous soutiennent, moi je trouve que c'est déjà beaucoup. Et parfois, il ne faut pas regarder à l'ombre, mais il faut regarder beaucoup plus à la qualité. Et donc, personnellement, je me dis, tant que j'ai la vie, je vais continuer, un, à informer, deux, à soutenir ce qu'ils font, trois, moi-même à initier des actions. Et là, je vais bien en reparler une autre fois avec vous, parce que chaque année, je lance des actions pour soutenir. Voilà, ce sont des actions humanitaires. Hein. Vous travaillez dans l'humanitaire, vous êtes dans l'ASBL, dans les associations. Ça, ce sont des bons exemples, en tout cas, à suivre. Et maintenant, avant de terminer notre émission, j'aimerais savoir, madame, quelle est votre perception du combat actuel des Congolais de la diaspora? Est-ce Du que combat de le combat de la diaspora par rapport à la situation politique au Congo, quel est le regard faites-vous actuellement du combat mené hier et du combat mené aujourd'hui par la diaspora pour le développement du Congo? Est-ce que le combat est toujours le même? Eh bien,
mon regard, c'est d'abord un regard plein d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se battent vraiment à la diaspora. Je vous assure. Il y a des gens qui se battent et qui, malgré tout, malgré que leur voix s'entend difficilement, ils se battent. Mais j'ai quand même beaucoup de tristesse pour la dispersion, la difficulté que nous avons à nous unir. C'est triste parce que la dispersion fait que nous nous affaiblissons. Nos forces ne sont pas unies. Et ça, c'est dommage. Et puis, ce que disons, qui m'attriste aussi, c'est que on met parfois les gens dans des catégories. Parce que tu es tel, alors parfois, on ne veut même plus t'écouter. Tout ce que tu dis, ça n'a plus de sens ou quoi. Ça ne va pas non plus. Mon rêve, c'est que la diaspora puisse parfois se dire, ben voilà, maintenant nous parlons d'une seule voix. Vous savez, ils ont essayé plusieurs fois d'avoir un président ou une présidente de la diaspora. Mais ça ne va pas. Une fois, je croyais, ah, c'est peut-être Maman Justine qui est présidente. Et puis j'entends, mais non, mais qui l'a élu? Vous voyez, on se pose toujours des questions comme ça. Pour finir, qui est président de la diaspora? Bon, on ne sait plus. Mais c'est dommage. Le président de la diaspora, ou bien à la limite, il faut peut-être enlever le mot président. Parce que les Congolais, quand on entend le mot président, on a été tellement habitués avec ces titres, on devrait presque dire le serviteur de la diaspora. Voilà. Alors Voilà. on dirait, qui est serviteur de la diaspora? Et Voilà. le serviteur de la diaspora aurait pour rôle d'unir. Vous savez, moi j'avais une fois proposé ça, qu'on puisse avoir comme ça une espèce de banque de données de la diaspora, savoir qui fait quoi, qui est où, qu'est-ce que nous avons comme expertise. Parce qu'en ce moment-là, même si au Congo, à la présidence, on a besoin de quelques experts, Voilà. c'est pas nécessaire d'aller chercher dans les amis. On ressort nos fichiers, on dit, ben voilà, qu'est-ce que nous avons comme expertise? Mais pour ça, il faut qu'on ose se mettre ensemble. Laisser de côté nos différences, laisser de côté, allez, tout ce qui peut nous diviser, mais essayer de rester avec tout ce qui peut nous unir. Moi, je crois que c'est possible. Je suis peut-être une rêveuse, mais je crois que c'est possible. Il suffit de la bonne volonté. Et je vais vous dire autre chose. Si on veut y arriver, c'est pas nécessaire d'avoir trop de monde. Hein. Il suffirait une poignée de personnes. Afrique du Sud, Amérique, Belgique, un peu partout, pour se dire, allez, nous, on va vraiment s'unir dans l'intérêt de ce combat pour la diaspora, pour le Congo. Et je crois qu'on serait plus riche. Vous savez, je veux dire, quand parfois on organise des marches et qu'on ne se dit pas, allez, on voit d'abord l'intérêt du pays, mais qu'on voit plus l'intérêt de tel ou tel ou tel ou tel ou tel ou tel, pour finir, vous allez lire, vous dire, ah, puisqu'on dit ça, j'y vais pas. Puisqu'on dit ça, j'y vais pas. Et pour finir, alors le combat est de nouveau dilué. Et ça ne fait pas notre force. Et en même temps, alors on donne l'impression de ne pas être très sérieux. Mais faisons confiance parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment jouer ce rôle. Tout le monde ne peut pas être coordinateur, président, non. Les uns peuvent être des conseillers, les autres ceci. C'est pas mauvais. Quand on prend la main, une main a besoin de tous ses doigts. Mais l'un est le pouce, l'autre c'est le petit doigt, l'autre. Donc chaque doigt a son importance. C'est comme si chez nous, tout le monde voulait être le grand doigt. Mais non, pourquoi? Pourquoi? Voilà. C'est un petit peu ce que je pense. Mais ce que vous pensez, c'est ce que pense la femme. Et ce que pense la femme, c'est ce que pense Dieu. Amen. C'est comme on dit, ce que veut Dieu, ce que veut femme, Dieu le veut. Oui. Et c'est la femme qui est le fondement de la famille. Et c'est la femme que Dieu a inspiré cette énergie vitale, justement, de fonder la famille. Et la société existe à part qu'il y a la femme.
Mais lorsque vous exprimez avec votre cœur, nous espérons que ceux qui nous suivent ce soir peuvent réfléchir chez eux. Ce que j'ai retenu tout à l'heure, c'est le serviteur, le mot serviteur de la diaspora. Autant on en aurait eu aussi au Congo, serviteur de la République, serviteur de la province, serviteur du ministère, que de se faire appeler président de. Président, effectivement, c'est la grande graine qui tue le Congolais. Le mal d'accepter l'autre, de reconnaître l'autre, de respecter l'autre, de penser que l'on est tous mieux à toutes les responsabilités. Effectivement, c'est le grand péché du peuple congolais. Voilà. Madame, pour terminer cette émission, un dernier mot. Quel est votre vœu pour le Congo et pour le président de la République dans cette merci. débat? Encore une fois, je rends hommage à tous ceux qui se battent chaque jour pour le Congo. Et j'ai confiance au peuple congolais. Levons-nous, ne baissons pas les bras, faisons tout pour notre pays, pour la postérité. Voilà. Voilà. Lèvons-nous tous pour la prospérité, pour l'émergence du Congo. Ce que veut femme et Dieu le veut. Chers amis téléspectateurs, vous avez suivi Madame Agnès Kabena, qui s'est exprimée avec son cœur. C'est le cœur de la femme qui s'est exprimé ce soir. Et nous espérons que les Congolais vont comprendre. Nous devons aller au-delà de nos égos. Les Congolais, surtout ceux qui sont aux institutions, devraient comprendre que le Congo appartient à tout le monde, à tous les Congolais. Il n'y a pas plus Congolais que nôtre. Quels que soient ceux qui viennent de l'Est ou ceux qui viennent du Nord ou du Sud, tous ce sont des Congolais. Vous avez suivi cette réflexion très enrichissante, sans violence, mais c'est le cœur de la femme qui s'exprime. Si on pouvait avoir des serviteurs de la République, tels que Madame Kabena qui s'exprime ce soir, qui n'a pas l'intention de bénéficier quoi que ce soit, mais plutôt de servir le Congo et les Congolais. C'est ça dont on a besoin pour la prospérité. Sortir de nos égos et servir le peuple, servir les plus démunis. Merci en tout cas à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Merci de votre fidélité. Télé Saturne, à travers Canal 54, vous remercie en tout cas une fois. Ceci donc que nous avons terminé notre émission autour de cette thématique liée à l'identification de la population congolaise ou de l'élection avant 2023. Et donc, prochainement, nous allons vous lancer une autre thématique pour les grandes discussions. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt pour une autre thématique. Merci. À très bientôt. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none.
developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.